Bonjour à toutes et à tous, il est midi, je propose qu'on se lance. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour cette conférence en ligne, webinaire, organisée par l'Association des alumni HEC Lausanne en collaboration avec le réseau Alumni. Je souhaite la bienvenue aux gradués de HEC Lausanne et je remercie en particulier nos membres cotisants qui rendent ces rencontres possibles, bien que virtuelles. Je souhaite également, et avec grand plaisir, la bienvenue aux gradués des autres facultés de notre université. C'est formidable d'être tous réunis. Avant de vous présenter notre intervenante et de lui passer la parole, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube des alumni HEC Lausanne. Pour le bon déroulement, je vous prierai de rester en mode silencieux. Vous pourrez envoyer vos questions pendant la présentation via le chat en les adressant à Alumni HEC Lausanne. Ces questions seront répondues en priorité à la fin de la conférence et si le temps le permet, nous prendrons des questions supplémentaires. Voilà, les points logistiques étant réglés, passons aux choses sérieuses. Pour ce webinaire, nous avons l'honneur d'accueillir Madame la professeure Marianne Schmitt-Mas, professeure de comportement organisationnel à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Au milieu des cours plus traditionnels de HEC que sont la finance, les statistiques et j'en passe, je suis convaincue que son enseignement amène une dimension essentielle aux leaders de demain. Pour ceux que ça pourrait intéresser, Madame Schmitt-Mas donne également des cours de leadership interpersonnel dans le cadre de l'Executive Education de HEC Lausanne. Madame Schmitt-Mas est l'auteur de plus de 100 publications scientifiques dans des domaines du leadership et des interactions sociales et a été nommée parmi les 50 psychologues vivants les plus influents du monde, et ce, pour 2 années de suite. Madame la professeure, je vous remercie pour votre temps et comme attendu par tous, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très ravie d'être ici et puis de vous rencontrer en virtuel. Et je vais partager mon écran. On va voir. Là, ça arrive dans une minute. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est tout bon? Vous devrez voir leadership interpersonnel avec quelques tasses. C'est tout bon, merci beaucoup. Ok, super. Alors, on s'y lance. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du leadership interpersonnel et je vais faire ça en vous posant 2 questions d'introduction. Donc, la première, c'est quelles sont les activités d'une leader au quotidien. Donc, si vous pensez à vos responsabilités, vous faites vite une petite liste dans votre tête, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Il y a la recherche qui a aussi fait ça, et ça, c'est la liste non exhaustive qui a été présentée. Donc, vous voyez, planifier, coordonner, gestion du personnel, entraînement, développement, tâches administratives, motiver, discipliner, gérer les conflits. Voilà, il n'y a rien de très surprenant dans cette liste. Maintenant, je veux attirer votre attention sur un des faits. Si j'encadre en rouge certaines activités, toutes ces activités nécessitent des interactions interpersonnelles. Donc, des fois en face à face, mais des fois aussi juste par email. Mais là, il y a souvent plus qu'une personne qui interagit. Donc, le leader, la leader avec une ou plusieurs de ses collaborateurs et collaboratrices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup, et en fait, les recherches montrent que c'est 80% des activités d'un leader, d'une leader, se passent en interaction sociale. Donc, on a longuement cru que la tâche d'un leader, d'une leader, c'est de réfléchir sur les stratégies et puis vraiment de trouver des solutions un peu voilà, dans son domaine, dans son bureau, mais finalement, il y a une grande majorité du temps qui est consacré aux interactions sociales au sein de l'entreprise, mais aussi, bien sûr, avec des clients ou des compétiteurs. Il y a un autre fait qui sort de la recherche, c'est que les leaders qui consacrent plus de temps à ces interactions interpersonnelles
sont des meilleurs leaders, dans le sens où ils ou elles ont des collaborateurs et collaboratrices qui sont plus satisfaits et qui performent mieux. Donc, ce n'est pas seulement que les gens, enfin les leaders passent beaucoup de temps en interaction sociale, mais aussi les leaders qui vraiment consacrent beaucoup de temps ont des résultats de leadership meilleurs. Deuxième question, quel est le facteur le plus important pour la satisfaction des collaborateurs et collaboratrices au travail? Là, vous avez le choix, salaire, bénéfices, relations avec collègues, conditions de travail, relations avec supérieurs. Bien sûr, les quatre sont importants, mais de nouveau, la recherche nous montre que finalement, c'est les relations avec les supérieurs qui sont vraiment primordiales. Et si vous vous souvenez un peu peut-être des récits auxquels vous avez de temps en temps droit, que les supérieurs sont incompétents, que ça ne va pas du tout. Donc, on entend vraiment beaucoup de plaintes par rapport à cette relation avec les supérieurs. Donc, en tant que leader, c'est important comment ça se passe. Donc, basé sur ces deux constats qui émanent de la recherche, donc premièrement, les interactions sociales sont essentielles dans le travail et la satisfaction des collaborateurs est d'une grande partie déterminée par la relation avec le supérieur. Donc, du coup, il est important pour un leader, une leader, de devenir un expert, une experte en interaction sociale. Et comment faire ça? Comment est-ce qu'on devient un expert, une experte en interaction sociale? Donc, il y a deux aspects. Et je vais parler de ces deux aspects aujourd'hui. Donc, il y a un premier aspect ici de perception sociale. Donc, comment est-ce que je peux percevoir les autres de manière correcte? Alors là, il s'agit d'éviter des stéréotypes. Et il y a une autre partie qui est un comportement adapté et efficace. Comment moi je peux m'adapter aux collaborateurs? Et je vais parler de ces deux aspects-là aujourd'hui durant cette conférence. Je vais commencer avec une énigme que je vais lire pour vous. Donc, un père et son fils se promènent en voiture, mais malheureusement, ils ont un accident très grave. Le père meurt sur le coup et le fils est gravement blessé. Le fils est transporté à l'hôpital le plus proche. À cause de ces blessures sérieuses et compliquées, il est nécessaire qu'une personne spécialisée dans le domaine soit acheminée par hélicoptère pour faire l'opération. La personne spécialisée regarde l'enfant et dit « Je ne peux pas opérer cet enfant, c'est mon fils ». Alors, prenez peut-être une petite minute, peut-être comme vous connaissez déjà l'énigme, peut-être pas. Typiquement, les gens qui l'entendent pour la première fois se posent la question, ouais, mais comment c'est possible? Est-ce que la personne, enfin, le fils, il a été adopté? Mais il y a une solution relativement facile, mais qui ne vient pas nécessairement facilement à l'esprit. La solution, c'est que c'est la maman. Donc, c'est la maman, la chirurgienne, qui aurait dû opérer cet enfant. Pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver cette solution? Parce qu'on a ce qu'on appelle des réseaux cognitifs. Des réseaux cognitifs veut dire que si je vous dis, et dans le texte, il y avait ces mots, chirurgien, leader au statut, acheminé par hélicoptère et tout ça, plus facilement vous pensez à un homme qu'une femme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement automatique. Donc, ce qui est important, c'est que vous restez un peu coincé dans cette solution. Donc, je vous dis ces mots, et puis vous pensez à un homme, et puis là, les autres solutions se referment. Donc, vous avez la peine à ressortir, et puis penser que, ah oui, peut-être ça pourrait être une femme finalement, sa maman. Ça, c'est quand il y a un stéréotype qui est activé et qui vous influence dans votre prise de décision et dans vos réflexions. Alors, on va regarder un tout petit peu de plus près ce que c'est un stéréotype et pourquoi je vais vous conseiller d'essayer de les éviter. Alors, la définition dit qu'un stéréotype, c'est une réaction cognitive, émotionnelle ou comportementale qu'on a envers un individu seulement parce qu'il ou elle appartient à un certain groupe social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je vous dis pilote, de nouveau, vous imaginez
typiquement plus facilement un homme qu'une femme. Donc ça serait une réaction cognitive. Donc, comme dans l'exemple qu'on vient de voir en chirurgie, qu'il y a une association qui se fait plus facilement avec l'homme. Après, il y a côté émotionnel ou évaluatif. Donc là, en exemple, ça serait que vous dites « oh, j'aime pas les gens en surpoids ». Alors là, vous jugez des gens par rapport à leur appartenance au groupe des personnes en surpoids. Donc, vous ne vous intéressez pas à la personnalité de cette personne, vous la jugez en fonction de son appartenance au groupe. Après, il y a la réaction comportementale. Donc là, l'exemple, ça serait que vous n'allez pas, pour voir un poste à responsabilité avec une femme, parce qu'elle est une femme. Donc là, de nouveau, vous n'allez pas regarder les compétences spécifiques de leadership de la personne, mais vous l'avez exclue parce qu'elle appartient au groupe des femmes. Donc ça, c'est des exemples que l'idée, c'est vraiment que vous réagissez par rapport à l'appartenance au groupe plus que par rapport à l'individu. Ça, c'est quand on utilise un stéréotype. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, oui, ok, très bien, c'est possible, mais finalement, il y a quand même plus de chirurgiens hommes que femmes. Donc, en quelque sorte, c'est une bonne heuristique. Je peux utiliser ça comme un raccourci parce que ça me dit quand même quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Et j'aimerais vous convaincre que c'est problématique. Pourquoi? On peut se poser la question si les stéréotypes sont vrais. Et je vous donne un exemple hypothétique pour discuter de ça. Alors, voilà l'exemple. Imaginez-vous qu'on a mesuré tous les Suisses et Suissesses et tous les Italiens et Italiennes par rapport à leur ponctualité. Et imaginons que ça, ce que vous voyez ici, c'est les vraies moyennes de la population. Donc, en moyenne, les Suisses sont plus ponctuels que les Italiens. Vous savez peut-être aussi qu'il y a toujours une distribution autour des moyennes. Donc là, ce que vous voyez, il y a un grand chevauchement qui est typique. Donc, il y a pas mal d'Italiens qui sont beaucoup plus ponctuels que la moyenne des Suisses. Et il y a pas mal de Suisses qui sont moins ponctuels que la moyenne des Italiens. Donc, imaginons que ça, c'est la réalité. Maintenant, la question est, qu'est-ce que fait le stéréotype avec cette réalité? Et le stéréotype fait ce qu'on appelle une distorsion de cette réalité. Et cette distorsion se joue sur 3 axes. Et je vais vous les présenter. Premier axe, l'exagération. Les Suisses sont très ponctuels et les Italiens ne sont pas du tout ponctuels. Donc, qu'est-ce qui se passe? La différence moyenne qui existe, imaginons, elle est exagérée. Donc, tout d'un coup, on voit une polarisation. Ils sont très ponctuels et les autres ne sont pas du tout ponctuels. Deuxième distorsion, c'est la balance. Donc, si moi, je m'identifie avec Suisse, je vais dire ponctualité, c'est vraiment important, c'est une bonne caractéristique, il faut l'avoir, sinon on ne peut pas réussir dans sa carrière. C'est ce qu'on appelle, avec le terme technique, le favoritisme de l'in-group. Donc, je favorise, si moi je m'identifie avec Suisse, la caractéristique de mon groupe. C'est quelque chose de bon. Et puis les autres, ils l'ont pas. Troisième distorsion, ça concerne la distribution. Donc ici en rouge, vous voyez que tout d'un coup, il y a plus de chevauchement des 2 distributions. Donc tous les Suisses et Suissesses et tous les Italiens et Italiennes sont ponctuels ou pas ponctuels. Et il y a un deuxième élément qui concerne la distribution, ça concerne la variabilité. Donc ici, vous voyez, il y a une variabilité par rapport aux Italiens qui est restreinte et une variabilité par rapport aux Suisses qui est plus grande. Donc il y a une grande variabilité dans l'in-group, si je m'identifie avec les Suisses, et une variabilité restreinte dans l'out-group. Ça s'appelle, avec le terme technique, l'out-group homogénéité. Donc, ils sont tous les mêmes. Donc, on fait la différenciation, on va dire quelque chose comme, oui, les Suisses, on est ponctuels, très ponctuels même, mais bon, enfin,
Il y en a qui sont un peu plus ponctuels que d'autres, c'est normal, hein, les êtres humains. Mais eux, ils sont tous pas ponctuels. On ne fait pas la différenciation pour les autres, pour l'autre groupe. Donc voilà, ça c'est les 3 distorsions de la réalité. Donc même s'il y a un grain de réalité dans la représentation, dans l'utilisation du stéréotype, le stéréotype, il ne faut pas l'oublier, et ça c'est la raison pour laquelle il faut l'éviter, c'est ces distorsions systématiques de la réalité. Et c'est pour ça que je vous conseille de l'éviter, parce que si vous prenez des décisions basées sur les stéréotypes, ben justement, vos décisions ne sont pas basées sur quelque chose de réel, mais sur une réalité qui est en distorsion. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, ok, bon, je veux bien éviter les stéréotypes, mais comment faire? Comment contrer les stéréotypes? Il faut savoir que les stéréotypes sont très, très facilement activés. C'est ce qu'on appelle une activation automatique. Donc, on ne se rend pas compte que les stéréotypes sont activés à influence non pensée et action. Un peu comme dans l'exemple en chirurgie, où si vous n'avez pas trouvé la solution, vous ne vous rendiez pas nécessairement compte que vous étiez un peu coincé dans cette solution avec l'homme, et puis c'est ça qui vous a empêché de trouver une autre solution. Et c'est ça qui est difficile, parce que c'est l'iceberg, c'est la partie qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'il faut faire pour se donner les possibilités de contrer les stéréotypes, c'est passer de l'autre côté de l'iceberg. Ce côté-là. Et puis, on arrive à quelque chose qu'on appelle la cognition contrôlée. Et il y a 3 prérequis qui sont nécessaires, qui doivent être mis en place avant qu'on puisse véritablement passer à la cognition contrôlée. Donc, le premier élément, c'est devenir conscient des stéréotypes. Ça veut simplement dire qu'aussi longtemps que c'est un peu le problème des autres et moi, j'en ai pas, il y a très, très peu qui va changer. Le deuxième, c'est la motivation d'agir contre les stéréotypes. Donc, c'est un peu comme si vous voulez faire plus de sport, il faut trouver la motivation pour le faire. Donc, là aussi, dans ce domaine, vous pouvez vous dire, bon, ok, j'ai des stéréotypes, voilà, bon, mais je n'ai pas nécessairement la motivation d'agir. Donc, il faut vraiment se donner cet objectif. Et le troisième élément ici est intéressant, c'est des ressources cognitives à disposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes stressé, vous n'avez pas beaucoup de temps quand il faut prendre une décision dans une fraction de seconde, là, vous êtes plus facilement sous influence de l'activation automatique. Donc, vous n'êtes pas capable de faire ce qu'on appelle la cognition contrôlée, justement parce que voilà, vous n'avez pas de ressources cognitives, votre cerveau est bloqué. Ça, c'est le cas dans des situations relativement extrêmes. Donc, la recherche a montré que, par exemple, c'est très d'actualité, hein, les policiers tirent plus facilement sur des suspects noirs non armés que sur des suspects blancs non armés. Donc, une fois que le stéréotype du black est activé, si on n'a pas le temps d'essayer de contrer le stéréotype, ça peut se répercuter dans des actions d'agression plus graves envers les Noirs. Donc ça, c'est quelque chose à en tenir compte. La bonne nouvelle, c'est que dans nos relations ou dans nos décisions quotidiennes, comme leader, souvent, nous avons le temps. Alors, on n'est pas dans les situations où il faut, dans une fraction de seconde, décider si quelqu'un obtient une promotion, oui ou non. Donc, on a le temps de reculer et puis de réfléchir et vraiment se donner ses ressources cognitives. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est le paquet qu'il faut mettre. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la perception sociale correcte et à éviter les stéréotypes. On va regarder maintenant le comportement adapté et efficace. La situation d'un leader ou d'une leader est que souvent, il ou elle a plusieurs subordonnés. Mais les subordonnés, ils ou elles aussi sont des individus qui demandent un style de leadership pour bien fonctionner sur leur poste différent. Alors, ce que je vous propose, c'est que les leaders qui
dispose de ce que nous appelons l'adaptabilité comportementale ont des collaborateurs qui sont plus satisfaits et plus performants. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tout d'abord, la définition de l'adaptabilité comportementale, vous l'avez ici, c'est la capacité d'un leader, d'une leader, à adapter son comportement interpersonnel vis-à-vis de ses différents interlocuteurs. Donc, ici, par exemple, Marie réussit mieux sous un certain style de leadership, tandis que Anna réussit mieux sous un autre style de leadership. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un leader ou une leader? Alors, on prend un autre exemple. Vous savez que quand vos attentes ne sont pas nécessairement satisfaites, ça ne vous rend pas nécessairement heureux. Donc, voilà l'exemple. Vous avez faim, vous voyez ces frites, vous avez envie de manger des frites dans un fast-food qu'on ne va pas nommer. Et puis après, vous allez vous acheter des frites et puis le paquet, il a plutôt l'air comme ça. Donc, il y a une petite déception. Et c'est le même mécanisme ici, c'est-à-dire si moi je fonctionne bien avec un style de leadership qui est plus directif, qui me met des limites, qui m'impose des deadlines et tout ça, et je n'ai pas ça, je suis un peu mou comme ces frites-là, voilà, je ne performe pas selon mes capacités au maximum. Maintenant, si on reprend la perspective du leader de la leader, il faut aussi qu'il et elle, pour être efficaces, ils augmentent leur répertoire comportemental. Donc, vraiment avoir un éventail de différents styles de leadership à disposition qu'on peut maintenant utiliser en fonction justement des collaborateurs et des collaboratrices. Il faut quand même faire attention. Donc, ce que je vous dis, c'est pas il faut traiter les gens de manière complètement différente, de donner une promotion à un et pas donner une promotion à l'autre, comme ça. Ce qui est important, déjà, c'est que je parle vraiment du comportement interpersonnel, donc comment vous gérez les interactions au travail. Et le deuxième élément, c'est que l'importance de la transparence. Donc, aussi longtemps que le leader ou la leader change son style de leadership, ça peut être perçu comme quelque chose qui est un peu olé olé. Elle ne sait pas comment faire, il ne sait pas diriger. Une fois il fait ça, une fois il fait autre chose. Ce n'est pas très clair. Donc, ce que nos recherches ont montré, c'est qu'il faut cette transparence. C'est-à-dire, si vos collaborateurs et collaboratrices savent pourquoi vous changez avec certaines personnes un peu de style de leadership, là, c'est perçu comme quelque chose de positif et ça ne va justement pas créer ces inégalités. Donc ça, c'est important. Il faut déjà essayer de saisir quels sont les besoins, les attentes des collaborateurs et collaboratrices. Il faut avoir le répertoire et il faut avoir une transparence par rapport à ça envers son équipe. Ça, c'est un schéma que je vous propose et je vais vous mettre les slides à disposition. Si vous voulez réfléchir un tout petit peu plus sur cette adaptabilité, ça, c'est un exercice que je vous propose de faire par rapport à chacun et chacune de vos collaborateurs et collaboratrices. Donc, ici, vous avez le comportement de vous, le leader ou la leader, et vous avez ici en face un de vos collaborateurs ou collaboratrices avec certains besoins. Certains de ces besoins sont satisfaits, d'autres non. Et évidemment, surtout ceux qui ne sont pas satisfaits par rapport à votre style de leadership, il y a des décalages, puis il faut trouver des solutions. Et tout ça, ça se fait bien sûr dans des contraintes aussi organisationnelles. Maintenant, si vous pensez besoins, il faut vraiment penser large. Donc, il y a des besoins personnels. J'en ai listé quelques-uns ici. Bien-être psychologique, physique, équilibre travail-famille. Ça, c'est peut-être important pour certains de vos collaborateurs, mais pas pour d'autres. Autonomie, reconnaissance, voilà. On l'a vu aussi avec Covid, travail à la maison, ça passe mieux avec certaines personnes que d'autres. Donc, est-ce qu'on peut adapter ça de manière individuelle? Après, il y a des besoins relationnels et des besoins fonctionnels. Donc, je vous laisse parcourir. L'idée, c'est vraiment, pour revenir au schéma, que vous réfléchissez par rapport à ces trois types de besoins spécifiques de vos collaborateurs et collaboratrices et vous rendez compte de votre style de leadership et puis vous essayez de voir
est-ce qu'il y a correspondance ou est-ce que moi, je peux changer quelque chose pour être mieux en correspondance avec ce dont le collaborateur, la collaboratrice a besoin pour bien fonctionner, bien sûr. Alors, si vous voulez travailler sur l'adaptabilité comportementale, il faut déjà se rendre compte comment vous êtes comme leader et aussi accepter que vous pouvez changer. Et il faut avoir cet éventail de différents styles de leadership à disposition. Et il faut aussi connaître les particularités des collaborateurs, donc ses besoins. Il y a souvent une possibilité de demander, donc si vous faites des évaluations annuelles, vous pouvez aussi demander ce dont ils ou elles ont besoin. Mais il y a aussi un autre moyen d'essayer de cerner ces besoins ou ce dont les collaborateurs et collaboratrices ont besoin. Ça s'appelle l'intelligence interpersonnelle. Donc, est-ce que vous êtes capable de lire aussi dans le comportement, surtout non verbal, de vos collaborateurs et collaboratrices au travail, comment ils sont, ce dont ils ont besoin? Nous avons développé un test pour mesurer ça et aussi pour s'entraîner. Je vais juste vous montrer 2 exemples. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui sera sans son. Et la personne que vous verrez sur la vidéo se voit déléguer une tâche par le chef de l'équipe. Maintenant, vous voyez sa réponse par rapport à cette situation. Et la question est, quelle est sa réponse? Est-ce que c'est A, elle explique qu'elle n'a pas l'expérience nécessaire pour accomplir ces tâches toute seule, ou B, elle explique qu'elle a déjà beaucoup de travail et qu'elle n'a peut-être pas le temps de faire la tâche. Donc, je vais vous montrer la vidéo, puis essayer de deviner si c'est plutôt A ou B. Je vais démarrer la vidéo. Alors, j'espère que techniquement ça a fonctionné, que vous avez vu quelque chose. Donc, c'est relativement court, il n'y avait pas de son, vous ne pourrez pas lire, je pense, des lèvres. Donc, maintenant, on pourrait voter, mais c'est un peu compliqué. Donc, faites ça dans votre tête. Est-ce que vous pensez qu'elle explique qu'elle n'a pas l'expérience nécessaire ou elle explique qu'elle n'a pas le temps de le faire? La bonne réponse, c'est la B. Elle explique qu'elle a déjà beaucoup de travail. Elle n'a pas le temps de le faire. Et on essaie un autre exemple. Donc là, c'est une autre situation. Tout ce test ou cette vidéo d'entraînement, c'est des situations au travail. Donc, on voulait effectivement faire un test qui touche à cette situation particulière, parce qu'il y a beaucoup de tests de reconnaissance des émotions, par exemple, et ce test qu'on a développé, il est plus focalisé sur le lieu de travail. Donc, voilà une situation de help desk. Donc, vous voyez une personne, un collaborateur au guichet, et il y a 2 interactions. C'est les mêmes personnes qui interagissent une fois avec une personne et une fois avec une autre personne. Et la question est, dans quelle scène le collaborateur est-il plus motivé à aider le client? Dans la première ou dans la deuxième interaction? Je vous montre la vidéo. Maintenant vient la deuxième interaction. Voilà, donc, comment vous ressentez la chose? Est-ce que c'était plutôt dans la première ou dans la deuxième interaction? Ben, la solution correcte, c'est dans la deuxième interaction. Pourquoi nous, on sait? Parce qu'on a demandé, c'est-à-dire c'est des jeux de rôle, puis on a demandé, donc les situations, il était plus motivé d'aider la personne. Et puis, donc, pour le premier, évidemment, il y avait, voilà, on savait ce qu'elle disait. OK, donc avec ça, je vais fermer le cercle. Donc, on a regardé la perception sociale, donc essayer d'éviter l'utilisation des stéréotypes. Et le deuxième aspect, c'est vraiment le comportement, comment moi je me comporte de manière efficace, justement, cette idée d'adaptabilité.
Et pour avoir cette adaptabilité, en quelque sorte, il faut re-aller sur la perception sociale correcte des autres, parce qu'un des moyens de savoir quels sont les besoins des collaborateurs et collaboratrices, c'est justement s'entraîner à lire leur comportement non verbal. Bien sûr, vous pouvez aussi les interroger, mais c'est certainement un atout, et la recherche montre clairement que c'est un atout. Les gens qui sont capables de lire les émotions et les situations dans d'autres personnes, c'est lié à une satisfaction supérieure des subordonnés. Et puis l'explication, c'est, rappelez-vous des frites, parce que si je détecte ce dont l'autre a besoin et je lui donne ce qu'il ou elle a besoin, la satisfaction devrait augmenter. C'est exactement ce qu'on voit aussi dans les données. Et avec ça, je vous laisse, c'est-à-dire on a écrit un livre aussi, si jamais ça vous intéresse, pour aller un tout petit peu plus loin. Il s'appelle Leadership, c'est le cocktail du leadership interpersonnel, qui est vraiment basé sur cette idée des deux. Donc, il y a la perception sociale, il y a l'expression, et on a d'autres chapitres qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et avec ça, voilà, on peut passer, je crois, à la discussion. Merci beaucoup, professeur Schmidt-Mast. J'ai trouvé extrêmement intéressant et passionnant, surtout l'importance de la transparence. Mais je ne vais pas prendre la parole. Je vais voir avec Flavia si nous avons des questions qui ont été partagées par le chat. Oui, tout à fait. Alors, on a une première question qui concerne le service militaire. Donc, la question est: le fait de faire le service militaire peut-il aider à briser les stéréotypes et devenir un meilleur leader? Je ne sais pas, c'est une question empirique, mais je pense que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Donc, je pense que le militaire, après, je ne connais pas à fond, hein, mais en gros, chaque expérience de leadership, comme supérieur ou comme subordonné, peut enrichir notre perspective, c'est-à-dire pour plus tard, ou bien on se dit, je ne veux jamais devenir comme cette personne-là, ou on prend le bon exemple. Après, on peut peut-être aussi avoir un aperçu un peu plus négatif, dans le sens où c'est quand même un milieu qui est assez hiérarchisé, et que dans un environnement hiérarchique, souvent aussi les stéréotypes, parce que justement c'est basé sur des règles, sur un système, c'est-à-dire c'est pas nécessairement la considération individualisée de chaque individu qui est mis en avant. Donc ça peut aussi être un environnement qui est plutôt prône à supporter l'expression des stéréotypes. Merci. Je passe à une deuxième question qui est: comment développer cette sensibilité à lire le body language de la personne pour vraiment comprendre ses besoins? Oui, alors il y a des entraînements, hein. C'est une compétence qu'on pense qu'on peut apprendre, hein. Donc il y a des différences interpersonnelles de base, si vous voulez. Donc on trouve par exemple les femmes sont plus sensibles interpersonnellement que les hommes, peut-être lié à leur rôle dans la société, et parce qu'elles souvent peut-être ont plus de feedback, c'est-à-dire on se fie plus facilement à elles, et puis après, voilà, elles ont plus de possibilités peut-être aussi d'apprendre. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant, il y a une étude qui a montré que des enfants qui émanent de familles dysfonctionnelles ont souvent une sensibilité non-verbale plus élevée, justement parce que voilà, la communication était dysfonctionnelle dans la famille. Donc, le seul moyen de survivre dans cette famille dysfonctionnelle, c'est commencer à lire les personnes et puis à anticiper ce qui se passe. Donc il y a des facteurs qui développent ça. Après, dans les formations, ce qu'on fait typiquement, vous avez besoin d'un retour. Donc, si vous voyez qu'une personne est, je ne sais pas, stressée ou triste ou quelque chose, donc vous avez cette impression, mais à un moment donné, il vous faut un retour. Est-ce que votre impression était correcte? Donc, par exemple, si vous êtes dans une réunion et vous voyez qu'une
enfin, voilà, vous discutez sur une décision à prendre et puis vous demandez un peu vos collaborateurs si tout le monde est d'accord. Et puis, vous remarquez qu'il y a une personne qui dit rien. Et ça ne veut pas toujours dire que ces personnes sont d'accord. Donc, une manière d'adresser ça, c'est après la séance, peut-être aller voir la personne, puis justement demander, moi j'ai vu que tu n'as rien dit, est-ce que toi tu es d'accord, oui ou non? Et comme ça, puis après on apprend, est-ce que c'était pas important pour la personne, ou est-ce qu'elle était ailleurs, ou est-ce qu'elle est vraiment pas d'accord, mais elle n'osait pas dire. Donc c'est important vraiment d'avoir ce suivi et cet input, parce que vous pouvez projeter tout ce que vous voulez sur les autres, hein. Mais à un moment donné, il faut le retour de qu'est-ce qu'ils ont vraiment pensé à ce moment-là. Merci. La question suivante aborde plutôt l'autre pendant qui est du côté collaborateur. Et la question est donc, en tant que collaborateur, quels moyens avons-nous de faire comprendre à notre supérieur que son style de leadership ne nous convient pas? J'ai souvent cette question. Ouais. Et je n'ai pas une bonne réponse parce que franchement, il y a une hiérarchie et puis c'est très, très coûteux de donner un feedback ou voilà, faire comprendre quelque chose à son supérieur. Je peux juste vous dire pourquoi c'est compliqué, hein, mais vous savez aussi, parce que c'est coûteux, parce que les supérieurs n'ont pas l'habitude souvent, hein, d'obtenir du feedback, parce que voilà, ils ont grimpé les échelons et puis avant, ils recevaient beaucoup de feedback, mais maintenant, ils sont là. Donc, il n'y a pas une culture souvent de feedback dans l'autre sens, hein, de la hiérarchie. Et puis, c'est vraiment coûteux. Alors, il y a des possibilités. Je pense, tout dépend aussi de la relation et comment est-ce qu'on veut, enfin, est-ce qu'on ose mettre en question la personne, hein. Ce qui peut des fois marcher, c'est quand vous n'êtes pas seul. Donc, si vous savez qu'il y en a d'autres aussi voilà, qui perçoivent un style de leadership comme pas adéquat. Et ce qui est super important, c'est aussi le positionnement, en gros la gouvernance de l'entreprise. Est-ce qu'ils ont un système mis en place qui justement favorise cet échange et ce feedback pour les supérieurs. Donc ça, c'est super important. Et c'est très, très difficile quand il n'y a pas ça. Merci. Alors, la question suivante est, que pensez-vous de l'utilisation de modèles du type ComColors où on classifie les gens par type et on interagit en conséquence? Oui, moi je suis chercheuse et puis moi je regarde ce que la recherche montre par rapport à ce genre de classification. Et il y a un grand besoin, hein, des humains de classer les gens dans différentes couleurs de personnalité et autres. La recherche clairement montre que c'est pas si simple que ça. Donc, point de vue recherche, je devrais dire non, on ne peut pas faire ça. C'est vraiment un profil de personnalité. Il n'y a pas que 4 types ou 12 types ou je ne sais pas combien. Ceci dit, il y a quand même dans la recherche, par rapport à la personnalité, il y a un système qui s'est avéré relativement stable. Ça s'appelle les Big Five. Donc, c'est openness to experience, extraversion, agréabilité, quels sont les autres, stabilité émotionnelle. Et puis là, je passe du 5e. Donc, mais l'idée, c'est pas de classer les gens, pas de dire toi, tu es extraverti ou toi, tu es agréable et toi, tu es désagréable. C'est vraiment le profil. C'est cette idée de profil qu'on a par rapport à différentes aspects. Et ça marche assez bien. C'est aussi dans les RH, de plus en plus, on fonctionne par rapport à ces profils. Donc, quel est le profil de personnalité ou de caractéristiques recherchées pour faire le poste, et puis quels sont les profils des différents candidats, puis on essaye de les matcher. Après, je pense des fois, ces classifications, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un moyen aussi de réfléchir sur comment est-ce que je suis, comment est l'autre. Donc, dans ce sens-là, je trouve que ça a quand même sa place aussi. C'est un peu comme
l'astrologie. Hein. La même chose, scientifiquement, ça ne tient pas la route, mais ça peut quand même aider aux personnes qui lisent leur horoscope de réfléchir sur eux-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve cet aspect, il est bien. Merci. La question suivante concerne la bienveillance et quelle est son influence dans l'établissement d'une communication interpersonnelle positive et claire? Oui, alors, je dirais pour moi, la bienveillance, c'est vraiment, en disant un aspect de la bienveillance, c'est la prise de perspective ou l'empathie, qui est super important. Donc, je vous donne un exemple. On a ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Ça, c'est quelque chose d'assez universel. Et c'est la chose suivante, c'est-à-dire si vous faites un comportement négatif, imaginez que vous trébuchez. Et puis pour vous, vous dites aïe, 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 pourquoi il y avait cette marche-là, il faut signaler mieux, ça ne va pas. En gros, ce n'est pas ma faute, hein, c'est l'environnement qui m'a fait tomber. Et puis la personne qui vous regarde trébucher, elle va se dire mais elle est maladroite, quoi. Elle ne sait pas marcher, celle. Donc, il y a une attribution de cause de votre comportement qui est complètement différent si vous le faites par rapport à vous-même ou si vous le faites par rapport à quelqu'un d'autre. Et il faut dire que si vous faites par rapport à quelqu'un d'autre et c'est un comportement négatif, souvent, en gros, vous pensez que la personne a un défaut, donc quelque chose de négatif de la personne. Et ça, c'est quelque chose aussi quand, donc, par exemple, une personne vient trop tard à une séance. Donc, la première chose souvent qu'on pense, c'est mais il ne sait pas lire l'heure ou quoi. Mais peut-être il y a une autre explication. Peut-être si vous saviez que, j'en sais rien, il y avait son enfant qui devait aller à l'hôpital ou un truc comme ça, et une fois que vous apprenez ça, bah, vous dites, ah bon, ok, il y a quand même une bonne raison, je comprends pourquoi il est. Mais de nouveau, c'est relativement automatique qu'on pense négativement de la personne. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut s'entraîner un peu à faire. Donc, dans votre vie privée ou avec les enfants, avec vous-même, juste d'essayer de réfléchir sur des explications alternatives d'un comportement négatif que vous observez. Merci. La question suivante concerne le nombre de personnes dans une équipe. Donc, y a-t-il une limite numéraire dans le nombre de personnes composant une équipe après lesquelles les règles de leadership changent? Oui, alors a priori, les règles sont les mêmes, mais c'est clair que plus le nombre augmente et plus enfin, il y a peut-être des niveaux intermédiaires aussi hein, de hiérarchie. Je crois que c'est plutôt enfin, on est d'accord, si vous avez 5000 personnes à gérer, vous ne pouvez pas utiliser un leadership individualisé à chaque personne. Déjà, vous savez, vous n'avez pas contact. Vous ne pouvez pas faire nécessaire 5000 personnes. Mais l'idée est de vraiment penser un peu comme dans la médecine, on parle souvent de communication orientée patient, ou dans l'enseignement, c'est l'éducation centrée étudiant. Et c'est un peu ça. Donc, cette perspective imaginons de réfléchir vraiment aussi de la perspective des subordonnés et puis tenir en compte leur situation dans les décisions. Merci. Je vais regrouper deux questions qui parlent de l'application de ces stratégies dans le domaine de l'éducation, donc aussi bien académique que même à des niveaux de scolarité obligatoire, par exemple. Est-ce que ces stratégies s'appliquent et si oui, qu'est-ce qui change? Oui, peut-être même plus encore. Enfin, je pense que c'est même plus répandu que dans les entreprises, d'après ce que je vois. Donc, justement, cette idée de centrer sur les étudiants, centrer sur l'individu,
Après, vous savez peut-être qu'il y a une grande discussion sur les styles d'apprentissage. Et puis aussi, point de vue scientifique, ça ne tient pas nécessairement la route. Donc, il n'y a pas des gens qui sont que visuels et d'autres sont plus auditifs. Mais de nouveau, il y a un peu un profil de comment moi j'apprends le mieux. Donc là aussi, je pense, en gros, ce que nous vivons dans l'université maintenant avec l'enseignement hybride, beaucoup en ligne, mais aussi en présentiel, et voilà, on expérimente un peu avec tout. Et ça, je crois, c'est une chance parce que si on a des choses en parallèle, on peut satisfaire justement plus de différents types d'étudiants. Il y en a qui aiment bien juste avoir une petite vidéo et puis pas voir le prof ou la prof, ça va très bien. Puis on a d'autres qui ont vraiment besoin de venir et puis je sais pas, de sentir la prof, de la voir, de voir comment elle bouge pour pouvoir apprendre, pour se motiver peut-être de pouvoir. Et dans la mesure où voilà, on diversifie aussi avec les moyens technologiques, je pense on peut en tenir compte de plus en plus. Merci. La question suivante est, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la compétence des leaders à bien déléguer? Est-ce que je peux dire quelque chose sur les compétences? Il n'y a pas quelque chose, qu'est-ce qui me vient à l'esprit par rapport à la délégation? Je crois que ce qui est important dans la délégation, c'est un peu comme dans la gestion des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, qu'on définit bien ce qui est attendu de la personne et quand. Donc, il y a ces objectifs SMART, où vraiment on définit dans le temps quel est l'objectif et comment est-ce qu'on va mesurer ou déterminer si l'objectif est atteint. Et ça, c'est aussi important pour la délégation parce que ce que je vois de temps en temps, c'est cette délégation un peu de globale. Enfin, voilà, occupe-toi de ça. Mais la personne n'a pas nécessairement toutes les informations et ce n'est pas exactement ce que ça veut dire, occupe-toi de ce client ou de ce problème. Donc, je pense une certaine structure, justement avec des objectifs spécifiques aussi dans le temps, est important dans la délégation. Merci. La question suivante est, quels sont vos conseils afin de travailler avec des personnes toxiques? Ouais, justement, ça rejoint un peu la question qu'on avait avant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à des leaders voilà, où ça ne marche pas? Alors, c'est un peu, comme j'ai dit avant, avec la correspondance avec un poste. Un certain style de leadership va des fois bien avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres personnes. Donc, c'est possible qu'une personne soit toxique pour moi, mais ça devient encore plus grave pour l'entreprise si cette personne est toxique pour vraiment toute une équipe ou plusieurs personnes. Et dans le dernier cas, comme je l'avais déjà dit, c'est vraiment important qu'on ait des structures en place déjà dans l'entreprise pour justement adresser ça, pour que voilà, le problème soit pris en main. Merci. La question est, existe-t-il selon vous une intelligence collective liée au fonctionnement d'une équipe en tant que compétence collective? Alors, je ne suis pas une spécialiste de cette un peu nouvelle notion d'intelligence collective. Ce que je connais de la recherche, c'est qu'on peut vraiment mettre en profit les différentes perspectives dans une équipe. Et il y a différentes manières de faire. Attendez, peut-être. Donc, il y a un peu de... Comment dire? Donc, imaginons, vous êtes une équipe et puis il faut résoudre un problème. Alors, il y a un côté positif, justement, parce qu'il y a plusieurs cerveaux qui peuvent réfléchir et on peut s'inspirer, puis on peut trouver une meilleure solution que moi, je peux trouver seule. Ou bien, on peut trouver une solution moins bonne, puisqu'on est en équipe. Et les deux sont possibles. Je commence
parle négatif. Le deuxième, ça s'appelle le group think. Donc, c'est cette pensée de groupe, c'est-à-dire que on a tendance, dans certains groupes, quand il y a une personne qui a pas mal d'influence, exprime une idée, les autres vont juste suivre cette personne. Parce qu'on ne met pas en question, parce qu'il y a aussi un tout petit peu une hiérarchie peut-être, où la personne est très, très charismatique, et puis on trouve juste génial cette idée, mais on n'a pas plus réfléchi. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on n'ouvre justement pas la pensée du groupe, ben on suit plus ou moins un peu la première idée ou l'idée de celle ou celui qui est le plus charismatique. Ce n'est pas nécessairement un garant pour une bonne solution. Donc ça, c'est à éviter. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? On peut mettre en place un système où on donne à certaines personnes explicitement le devoir de mettre en question. Donc, avant la séance, on peut dire à deux, imaginons, il y a une dizaine, et puis on dit à deux, toi et toi, systématiquement, vous essayez de démonter l'idée qui vient. Et comme ça, on ouvre un tout petit peu la discussion quand même. Pour essayer justement de contrecarrer ce groupthink. Des fois, c'est aussi fait avec des experts externes, parce que c'est plus facile que voilà, dans la dynamique. Après, le côté positif de plusieurs cerveaux qui réfléchissent à une solution, c'est par exemple si vous prenez le brainstorming. Le brainstorming, il marche bien. De nouveau, quand il est fait de manière correcte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un brainstorm, c'est pas juste voilà le problème, un peu tout le monde dit ce qu'il en pense, quelle pourrait être la solution. Non. Alors là, de nouveau, il y a une bonne structure à mettre en place. C'est-à-dire les gens doivent d'abord réfléchir individuellement à la solution du problème. Et une fois que c'est fait, donc personne parle, chacun note ses idées. Après, on partage et puis après, c'est la discussion qui commence. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé aussi dans les recherches que si une personne commence à parler, puis moi, je suis la cinquième personne, je vais déjà, peut-être il y a une chose qui a déjà été dit, mais j'aurais quand même dit peut-être un peu différemment, mais je ne dis rien parce que ça a déjà été dit, ou bien j'ai peur que c'est quelque chose qui me ridiculise, et ainsi de suite. Et en plus, il y a de nouveau cette charge cognitive, c'est-à-dire je fais attention à ce que les autres disent et je perds à fur et à mesure un peu mes idées. Donc là aussi, de nouveau, c'est vraiment une richesse d'avoir une équipe et beaucoup de cerveaux à disposition, mais il faut savoir comment les mettre en place. Juste une discussion un peu ouverte, pas nécessairement, pas au début. Merci. La question suivante est: peut-on définir des critères objectifs permettant de mesurer l'efficacité de tel ou tel leadership en fonction de la situation? Oui, c'est un grand thématique. Comment est-ce c'est quoi en fait un leader efficace, hein? Aussi dans les études, il y a 30 000 définitions. Hein. Souvent, je vous donne quelques-uns, hein. Souvent c'est satisfaction des collaborateurs parce qu'on sait que c'est quand même lié à la motivation et puis indirectement à la productivité. Après, on peut mesurer dans certains domaines la productivité, mais là aussi, c'est difficile parce que comment est-ce qu'on fait la comparaison? Si c'est, imaginons dans la vente, il peut y avoir des fluctuations saisonnales ou ça dépend de l'emplacement des personnes. Donc, si je sais pas, votre équipe a participé voilà, il n'y a pas un exemple qui vient à l'esprit, mais on peut s'imaginer que ça dépend de ces facteurs justement situationnels. Donc, il y a un peu deux façons de mesurer la performance au travail en général, hein, pas que pour les leaders. C'est justement ces mesures objectives qui ne sont pas toujours faciles parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions, sauf si c'est un travail à la chaîne où on peut, je sais pas, compter les pièces qui ont été assemblées, mais souvent, ce n'est pas si facile que ça, ou justement les mesures de performance subjectives. Et là, c'est souvent
le ou la supérieur qui fait une évaluation des collaborateurs, et puis voilà, le supérieur est encore évalué d'un autre supérieur. Et puis vous pouvez, enfin, c'est vite clair comment les mesures subjectives peuvent être influencées justement par est-ce que j'aime cette personne, est-ce que de toute façon c'est déjà mon ami quasiment, est-ce que je sors pour faire du sport avec un tel, donc je vais l'évaluer plus facilement. C'est vraiment difficile de trouver des mesures plus ou moins objectives. Donc voilà, j'ai pas une bonne réponse, mais ça c'est ce qui se fait. La dernière question a priori qui est arrivée dans le chat est comment un leader peut augmenter la résilience de son équipe? Alors la résilience, c'est rebondir après des difficultés ou des obstacles. Je crois que là, ok. Je proposais que le leader ou la leader comme modèle de rôle quand même est important. Donc si moi je peux montrer que moi je rebondis et puis moi je montre un comportement de résilience, ça peut quand même aussi encourager et motiver les gens de mon équipe de faire pareil. Donc ça je crois c'est un élément qu'on sait aussi du leadership qui est important, ce modèle de rôle. Voilà, les subordonnés qui aimeraient bien s'identifier jusqu'à un certain degré avec comment le leader ou la leader fonctionne. Et puis l'autre, de nouveau, je reviens un peu sur l'adaptabilité comportementale. Je crois que, de nouveau, si on imagine par exemple la situation Covid et comment je peux, voilà, est-ce que je peux me permettre, dans le cadre de mon entreprise, de regarder par rapport un peu à tous les membres de mon équipe, comment ils veulent continuer à faire le télétravail, oui ou non. Après, il y a souvent des contraintes de l'organisation, on est d'accord. Mais si on arrive à une sorte de flexibilité, je pense qu'on a à gagner. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient assez variées et qui ont encore ajouté une dimension à ce que vous nous avez dit avant. Vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter maintenant. Je suis désolée s'il y avait encore des questions, mais on va quand même rester dans le timing. Et merci beaucoup de mettre à disposition vos slides. Le webinaire sera donc disponible, je pense, d'ici 24 heures sur notre chaîne YouTube pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et je vous remercie vraiment très, très chaleureusement de nous avoir accordé votre temps. Et on est ravis de vous avoir comme professeur ici dans notre université, en particulier. Et moi, je suis ravie d'être là et puis ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup aussi pour toutes vos questions super intéressantes. Alors, merci et puis tout de bon à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Au revoir.